Mesdames, Messieurs, bonsoir, c'est le 19h45. Voici le sommaire de cette édition. Nuit de la Tamkharid Ashura en arabe, les musulmans joignent l'utile à l'agréable, jeûnes, prières et autres bonnes actions. Côté festif, un copieux repas de couscous qui unit et réunit, ou encore le fameux Tadjabon. Mort par foudre de 2 pêcheurs à Soumédioune, c'était le week-end, un risque pour ceux qui vont en mer pendant l'hivernage. ITV a cherché à comprendre le phénomène météorologique. Conseil constitutionnel débat sur la non-publication au journal officiel du décret de nomination du président Pape Omar Sakho. L'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye alerte sur le risque de nullité des actes pris par la juridiction. Un juriste tempère. Et puis l'invité du lundi, Cheikh Omar Touré, cadre à l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Il est aussi responsable du programme régional d'appui à l'implémentation du plan d'action de la CEDEAO contre le trafic et l'abus de drogue. Bienvenue. Ashura ou Tamkharid, célébration donc ce soir par les musulmans. Le Sénégal n'est pas en reste, avec un côté festif très prononcé. Inutile de demander le menu de ce soir. Le couscous est incontournable, pour ne pas dire roi. Un grand moment de retrouvailles familiales, mais aussi de partage, une tradition bien solide qui résiste au temps et aux difficultés de la vie. Reportage Ndeye Mariam Gaye, Barasso. La Tamkharid ou Ashura marque le nouvel an musulman, moment de communion et de partage en famille et entre familles. Dans la tradition sénégalaise, les fêtes comme l'Ashura sont une belle occasion de renouer et de raffermir les liens. C'est un rituel qu'on a l'habitude de faire chaque année. Voilà, ça permet de raffermir les liens, bon, la solidarité et tout ça, le partage et tout ça. Ça permet de raffermir les liens de parenté et de voisinage. C'est vraiment important. Et aussi, ça nous permet de goûter au couscous de l'autre. La distribution du couscous n'est pas une tâche facile, car la logistique n'est pas toujours simple. De toute façon, ce n'est pas un problème de transport. C'est juste une seule fois dans l'année et c'est notre fête de fin d'année musulmane, donc on est obligé de le faire. C'est pas du tout un problème et on le fera de toute façon. Oui, à notre niveau, il n'y a pas de problème parce que nous habitons le même quartier. Nous habitons côte à côte, on a l'habitude de faire ça, on le fait naturellement. Et même si c'était le cas, on allait prendre le taxi. À part les aspects religieux et festifs, le volet social compte aussi pour beaucoup. La Tamkharid est célébrée dans l'ensemble du territoire sénégalais ce lundi. L'Ashura, au-delà du festif, ce 10e jour du premier mois du calendrier musulman, est aussi l'occasion d'accomplir des actes de dévotion à l'endroit de son Seigneur. Les orphelins, les malades et les érudits sont également objets de toutes les attentions. Plus de détails avec Amogo Robernian, Selman Diallo. Repas familial pour les uns, jeûne pour les autres, la fête d'Ashura revêt une importance bien particulière pour les musulmans du pays. Comme son nom l'indique, le jour d'Ashura correspond au 10e jour du mois de Muharram, premier mois du calendrier islamique. En ce jour, une série d'invocations est prescrite aux fidèles. De coutume, on a l'habitude de réciter la sourate Qul Huwallahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid wa Lam Yulad wa Lam Yakul Lahu Kufuwan, autant de fois, bon, égal à 1000 ou également à 1111. Suivi également du vocable Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, 70 fois. Voilà en gros les invocations tracées par le prophète alayhi salatu wassalam.
Subhanallah zi al-mizan wa mabla' al-ibn wa mabla' al-rida wa zinat al-arsh la malja wa la manja ila akhir 7 fois. Donc c'est encore assez long que je ne pourrais pas développer ici. En plus des prières, il est également recommandé de poser de bons actes pour remercier le Tout-Puissant de sa grâce. Au-delà également de ces invocations, d'aller voir, rendre visite les malades dans les hôpitaux. Non seulement pour les visiter, mais pour implorer également leurs prières, leurs invocations divines. Aller voir également les savants, les érudits, non ça dans le cadre également d'une cordialité, mais dans le fait également de leur poser des questions-réponses entre eux, celui-là qui rend visite également à ces érudits-là, et moyennant cela aussi, faire de sorte de rendre heureux les enfants. Rendre heureux un enfant ne voudrait pas dire, comme on a l'habitude de le dire au Sénégal, les orphelins. Non, ne peut être orphelin que celui-là qui a perdu son père, ou bien celui-là qui a perdu sa mère, ou qui a perdu également ses parents. Non, l'orphelin, dans son sable véritable, voudrait signer également les mômes, les tout petits, qui ne sont pas également en âge de fauter, de caresser leur tête, n'est-ce pas, ne serait-ce que de demander également les bénédictions d'Allah également en ce sens-là. La fête d'Ashura a pris des sens différents selon les pays musulmans, suivant la doctrine, pour ne pas dire l'école de l'islam, dont ils se réclament, sunnites, chiites ou autres. Eux n'ont pas l'esprit de la fête. Il s'agit des proches des pêcheurs morts foudroyés en mer ce week-end. Les pêcheurs sont très exposés à la foudre pendant l'hivernage. Nous avons essayé de comprendre le phénomène tout en nous intéressant aux dispositions prises par les pêcheurs eux-mêmes. C'est un reportage de Matarnger Barasso. La foudre, un phénomène naturel qui se produit en période d'hivernage. Récemment, un pêcheur de Soumbédioune est mort foudroyé en pleine mer. Selon Ousmane Diaye de l'ANACIM, la foudre est l'aboutissement d'un processus. La foudre, c'est un phénomène électrique qu'on appelle chez nous l'orage, qui est accompagné par le tonnerre, l'éclair et maintenant la foudre, comme vous l'avez dit. Donc c'est un phénomène électrique naturel, n'est-ce pas, qui existe sur les nuages. Parce que comme vous le savez, les nuages sont ça d'électricité. Donc quand les nuages se développent, il y a un frottement qui se passe en interne. Et ce frottement fait qu'il y a des électrons qui se dégagent. À un certain moment, le nuage est très chargé. Et quand le nuage est chargé, il y a une décharge qui se produit naturellement entre le nuage et la terre. Maintenant, cette décharge électrique-là, qu'on appelle chez nous le phénomène orage. En mer, le risque est réel. On est plus exposé. La foudre, quand ça descend, ça regarde le point qui est plus culminant. En d'autres termes, le point qui est plus proche du nuage. Donc en général, quand il y a des édifices qui sont un peu élevés, c'est là en général que la foudre descend. Maintenant, quand on est en mer, en général, il n'y a pas d'édifices qui sont élevés, à part les bateaux, à part les petites embarcations, n'est-ce pas, les pirogues. Donc quand il y a des pirogues qui sont au niveau de la mer, donc naturellement, la foudre descend sur ces pirogues-là parce que c'est les édifices les plus élevés. Plage de Yoff. Baïngagne Diène est le président du collectif des pêcheurs. Il prend très au sérieux les informations de la météo. Ici, vraiment, avant d'embarquer sur une pirogue, on a toutes les informations concernant la météo. On reçoit régulièrement des messages de l'ANACIM. Et globalement, les pêcheurs respectent toutes les recommandations. Même si parfois, certains pêcheurs font ce qu'ils veulent. Mais c'est rare. Pour éviter l'irréparable, ils lancent une bouteille à la mer. Oui, quand on est en pleine mer, ce qu'il faudrait éviter, c'est supposons de s'exposer. S'exposer veut dire, des fois, quand on est sur une embarcation légère, quand on se met debout en général, on devient exposé. Donc il faudrait éviter d'être vraiment exposé sur ça. Ensuite, il ne faut pas avoir des objets métalliques, n'est-ce pas? Il faut éviter les objets métalliques, au moins les cacher, n'est-ce pas, les couvrir de quelque chose. Comme ça, au moins, on diminue fortement la probabilité d'avoir cette foudre-là qui tombe sur vous. Et ensuite, aujourd'hui, les petites embarcations ont en général des paratonnerres, des objets qui permettent d'attirer la foudre et maintenant qui permettent d'éviter toi-même que la foudre tombe sur toi. Ce que je conseille à mes frères pêcheurs, c'est d'être très rigoureux quand il pleut en mer. D'abord, jeter l'ancre et éteindre tous les téléphones. Et ne jamais braver la mer pour quelque raison que ce soit.
Parfois, la puissance d'une foudre peut atteindre 1 milliard de watts, assez d'énergie pour alimenter 5 fois la ville de Dakar. Un incendie à Tchadjaï dans le département de Mbour. Un commerçant grossiste a perdu presque toute sa marchandise calcinée par les flammes. Les sapeurs-pompiers en provenance de Mbour ne sont pas arrivés à temps, selon des témoins qui expliquent que les dégâts auraient été plus graves n'eût été l'intervention des riverains. Santé à présent, qualité des prestations de services, hygiène dans les structures sanitaires, changement de comportement. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale prend le taureau par les cornes. Abdoulaye Diouf Sarr a effectué une visite dans 5 centres de santé à Dakar. Cheikhou Gueye et Youssou Konté y étaient pour ITV. Dakar est sous la pluie, mais le ministre de la Santé et de l'Action sociale est passé entre les gouttes. Abdoulaye Diouf Sarr a réservé dans son agenda la visite de 5 centres de santé de Dakar. Il a commencé par Philippe Maguilène Senghor à Yoff pour boucler dans la Médina par l'établissement Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. À chaque étape, le ministre a donné des orientations. Et le premier élément sur lequel nous avons insisté, qui ne peut en aucun cas manquer, c'est la qualité de la prestation des services. Les points de prestation doivent effectivement non seulement être disponibles, mais donner effectivement des soins de qualité. L'autre élément important, c'est que l'on adresse de manière très sérieuse la question de l'hygiène, de la propreté et de la sécurité dans nos structures de santé. Cette question-là aussi sera désormais un traceur, un indicateur de performance des structures. Abdoulaye Diouf Sarr a touché du doigt plusieurs problématiques dont les pannes répétitives des machines auxquelles il veut remédier. Autre élément essentiel, c'est le zéro panne. Si on assure la maintenance préventive de nos appareils, il y aura très rarement des pannes. Et j'en passe. Le ministre est accompagné par plusieurs de ses collaborateurs, une façon pour lui de responsabiliser tout un chacun afin que nos hôpitaux atteignent les meilleurs niveaux de performance. Et on est en phase par rapport à toutes ces recommandations quand même. Et on est prêt aussi à travailler dans ce sens-là pour la santé des populations. Le ministre en charge de la santé compte prendre son bâton de pèlerin pour passer en revue les structures sanitaires du Sénégal. Absence de publication au journal officiel du décret de nomination du président du Conseil constitutionnel. L'hypothèse est émise depuis quelque temps. L'ancien Premier ministre et opposant Abdoul Mbaye a interpellé par courrier le président du Conseil constitutionnel et le secrétaire général du gouvernement. Le président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail soutient la nullité de toutes les décisions prises par les 7 sages depuis le 16 août. S'il est avéré que le dit décret est introuvable, ce n'est pas l'avis de tout le monde, c'est le cas de Maître Baba Diop. Pour lui, la publicité n'est pas une condition de légalité de l'acte administratif. Babacar Touré. Dans une lettre adressée au secrétaire général du gouvernement du Sénégal le 1er septembre 2019, Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre, évoque la non-publication du décret de nomination du président du Conseil constitutionnel. Dans l'émission Jury du dimanche de la même date, le président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail argue qu'un tel manquement entache la légalité du mandat de Pape Omar Sakho. Il se pourrait qu'il existe dans le journal papier et qu'il ait été oublié. Ça pose quand même problème, mais qu'il sorte le journal papier. Un décret qui n'est pas publié n'a pas de valeur légale. Et depuis le 13 août 2016, si tel est le cas, Pape Oumar Sakho n'a pris que des décisions qui ne sont pas légales. Ah, c'est ma conclusion. En revanche, Maître Baba Diop, avocat, dit que la publication est certes une étape importante dans l'élaboration de l'acte administratif unilatéral, mais elle n'est pas une condition de sa légalité. Elle vise simplement à informer le public. La publicité n'est pas une condition de validité ou de légalité de l'acte. Il y a d'autres conditions de légalité, des conditions liées aux faits et aux droits, mais pas
pas la publication. La publication, c'est un acte qui tient juste à porter à la connaissance du public. C'est-à-dire que pour que l'acte, comme on a l'habitude de le dire, soit opposable erga omnes, c'est-à-dire déjà à la personne, à l'endroit de qui la mesure est prise, ou bien au public, cet acte doit être publié ou notifié. Mais cette notification ou cette publication n'entend à rien la légalité de l'acte. La publicité des actes administratifs se fait soit par notification pour les actes individuels, soit par publication pour les actes à caractère général. Le décret en débat requiert les deux mesures du fait de l'institution. Malgré son importance, le spécialiste dit que l'absence de la publication n'entache en rien la légalité et donc la validité de l'acte administratif. Adama Gaye a entamé une grève de la faim aujourd'hui. Dans un message largement diffusé sur les réseaux sociaux, le journaliste informe l'opinion nationale et internationale qu'il a décidé depuis ce matin du 9 septembre 2019 d'entamer une grève de la faim totale pour protester contre son maintien en détention arbitraire et les conditions légales de son confinement dans les geôles de Macky Sall. J'ai fini de citer Adama Gaye, qui est emprisonné depuis un peu plus d'1 mois. Il est inculpé pour offense au chef de l'État et atteinte à la sûreté intérieure. Le Burkina Faso cible facile des groupes djihadistes. Encore 29 morts dans des assauts au nord du pays. Les émeutes xénophobes ont repris ce week-end en Afrique du Sud. Une personne a été tuée à Johannesburg. Le Saint-Père boucle sa tournée en Afrique et dans l'océan Indien par l'île Maurice. Et puis en Russie, le parti au pouvoir perd du terrain à l'issue des élections du Parlement. Hassan Gueye-Rissi. Le Burkina Faso est un État fragilisé qui n'arrive plus à faire face aux défis sécuritaires. 29 personnes ont été tuées ce dimanche dans 2 attaques dans le nord du pays. Depuis 2015, le Burkina Faso montre des signes inquiétants d'impréparation face aux violences attribuées à des groupes armés djihadistes affiliés soit à Al-Qaïda, soit à l'État islamique. Les attaques aussi fréquentes que meurtrières ont déjà fait 600 morts. L'armée républicaine en a déjà payé un très lourd tribut. Les levées de boucliers venus de tous horizons n'ont pas encore adouci le vent délétère de xénophobie qui entache la réputation de l'Afrique du Sud. Une personne a été tuée et 5 autres blessés à Johannesburg lors de nouvelles vendettas dirigées contre les étrangers. Le pays a vécu la semaine dernière des émeutes xénophobes terrifiantes qui se sont soldées par 10 morts et 400 arrestations et des dégâts incommensurables. Le souverain pontife a achevé sa tournée africaine et dans l'océan Indien par l'île Maurice dont il a foulé le sol ce lundi pour une visite éclair après le Mozambique et Madagascar. Le pape François a eu le temps et la latitude de vanter le syncrétisme et la diversité de l'île Maurice où cohabitent dans le respect de l'autre 1 300 000 hindous, catholiques et musulmans. Le parti au pouvoir en Russie, celui de Vladimir Poutine, n'est peut-être plus le rouleau compresseur qu'il fut. Russie unie a essuyé des revers à l'issue des élections au Parlement. Toutefois, les députés fidèles au Kremlin contrôlent encore l'Assemblée, même si leur rang s'effiloche au profit de l'opposition. Les élections se sont tenues dans un contexte de grogne sociale en rapport avec la réforme des retraites. Les communistes ont fait une belle percée. Le porte-parole du Kremlin, préférant voir le verre à moitié plein, a évoqué quant à lui un beau succès glané par le pouvoir.
Sport, un bilan presque néant pour le Sénégal au mondial de basket masculin en Chine. Les Lions se sont inclinés ce matin encore face à la très prenable Jordanie en match de classement. 5 sorties, 5 défaites et pas même une place qualificative aux Jeux Olympiques. Les joueurs de Moussa Fagaï rentrent à la maison avec 0 victoire au tableau d'affichage. Babacar Ndaoufaï, rédacteur en chef d'Imédia SN, nous parle de ce désastre. Les Lions ont fait une véritable descente aux enfers avec 5 matchs, tous perdus. C'est un problème d'ordre global qui, pour moi, commence déjà sur l'aspect management du sport sénégalais à la base et du quotidien des sportifs. Et on l'a vu même jusque dans la façon des joueurs de gérer des problèmes de prime et autres. Pour dire qu'on n'est pas en tout cas sorti de l'auberge. Et je suis assez triste quand on me dit que oui, ce tournoi mondial, c'était surtout pour préparer l'Afrobasket de 2021. Mais on ne se rend pas compte que 2021, c'est dans 2 ans. Alors qu'entre-temps, il y a une étape qu'on a peut-être oubliée, c'est qu'il y a les Jeux Olympiques de Tokyo dans 1 an. Football, le Sénégal va accueillir du 28 septembre au 13 octobre le tournoi UFOA, Union des fédérations ouest-africaines. Ces équipes vont disputer la compétition au stade Lat Dior de Thiès. Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, nous en dit plus. Puisque Walt Disney a prévu pour chaque année de notre partenariat sur à peu près 12 ans de mettre sur la table 2 millions de dollars pour aussi bien le tournoi IFOA des 16 nations, donc le grand tournoi enseignant, que pour les autres tournois de jeunes et de football féminin. Ça montre aussi l'intérêt en tout cas, que suscite notre zone, qui est une zone référence dans le football africain. C'est les meilleures équipes qui souvent sont aux premières loges dans les grandes compétitions africaines et mondiales, mais c'est aussi un énorme vivier de football. Et c'est ce qu'a compris Walt Disney et ESPN en venant donc dans ce partenariat de long terme avec beaucoup de moyens. Et ça permettra, je pense aussi, de donner une visibilité plus grande au football de nos différents pays. Avant de recevoir l'invité du lundi, Cheikh Ousmane Touré de la CEDEAO pour parler de la drogue, le reportage du jour: au Sénégal, le taux de bancarisation est jugé encore très faible. Il tourne autour de 20%. Toutefois, le changement est visible avec des guichets automatiques de plus en plus fréquentés. Seulement, la nuit pour certains est que le retrait de l'argent, et se fait souvent devant des regards indiscrets. Oumar Khan, Augustin Mandan signe le reportage du jour. C'est dans la rue qu'ils font leurs opérations bancaires. Des guichets automatiques bancaires à ciels ouverts. Certains usagers sont conscients des risques. Il peut y avoir des problèmes de sécurité, parce qu'une personne peut être à côté de toi-même, faire semblant qu'il doit retirer alors qu'il ne retire pas et regarde juste ce que tu retires. Si c'est une grosse somme, ça peut être dangereux. Les autres sont rassurés par la présence du vigile, assis juste à côté. Ce n'est pas assez sécurisé, mais je pense que dans tous les gares ouverts, il y a des vigiles. Donc tant qu'il y a un vigile, je me dis qu'il y a un peu de sécurité. Mais c'est vrai que ce n'est pas très prudent de laisser ça comme ça, à n'importe quelle heure en fait. Là non, puisqu'en plus on est en pleine journée et puis il y a un gardien juste à côté. Donc pour moi ça n'a pas posé de soucis. Voilà. Pour éviter les agressions, cet usager, lui, invite à la vigilance. Ce que je conseille à tout le monde, si c'est une grosse somme, de rentrer dans les banques et d'être plus discret. Quelques cas d'agression ont été notés devant des distributeurs ici au Sénégal. Les banques sont ainsi invitées à mieux sécuriser leur GAB. Ousmane Touré, qu'est-ce qui explique un programme au sein de la CEDEAO dans le cadre du combat contre le trafic de la drogue? Merci Mamdi Berkane pour l'invitation. En fait, depuis 2008, les chefs d'État de la sous-région ont pris conscience en fait des défis, notamment tout ce qui était trafic de drogue dans la sous-région. Et se sont décidés en 2008 d'avoir une déclaration politique
Et de ça, en 2009, l'ONUDC où je suis a supporté avec la CEDEAO l'élaboration d'un plan d'action pour les États membres pour faire face à ce défi au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et qu'est-ce que ça signifie? Il nous faut aujourd'hui une politique commune dans le cadre de la lutte contre la drogue. Mais on est tous conscients aujourd'hui que l'aspect sécuritaire et le développement vont de pair et qu'il est impossible d'avoir du développement sans sécurité et ni sécurité sans développement. Et on est dans une crise, je dirais, où en ce moment l'Afrique de l'Ouest, avec tous les problèmes de développement qu'on a, est aujourd'hui utilisée comme une zone de passage de la cocaïne. Une plaque tournante, comme on le dit. Une zone de passage. Vous gardez de prononcer le mot. Une zone de passage. Oui. Comme l'a déclaré d'ailleurs le rapport des Nations Unies 2017, qui estime que 2 tiers du shipment de drogue, de cocaïne transitant, allant en Europe, transite effectivement en Afrique de l'Ouest. Oui, et on est plus fort ensemble. On est plus fort ensemble, en fait, c'est des activités qu'on a menées. Et si vous me permettez, je peux juste dire en quoi consiste le plan d'action de la CEDEAO. En fait, il est de 4 pans. Un pan sur ce qu'on appelle le plaidoyer et la communication, qui est en ce moment implémenté par la CEDEAO. Et l'ONUDC a été mandaté de supporter la CEDEAO sur 3 autres pans, c'est-à-dire l'aspect épidémiologique, l'aspect sur la réduction de la demande et en plus l'aspect de tout ce qui est opération des agents d'application de la loi. Ceci consiste aux opérations sur le terrain, l'aspect criminalistique ou forensics, si vous préférez, et l'aspect dans ce qu'on appelle l'harmonisation du système légal. Parce que vous voyez, en Afrique de l'Ouest, on est un ensemble de 15 pays plus la Mauritanie, avec des systèmes juridiques différents, parce qu'il y a les lusophones, il y a les francophones et puis les anglophones. Et donc, pour avoir une cohérence dans l'action, il faudrait normalement avoir une entente par rapport aux lois qui sont prescrites pour faire face à ce défi qui est le trafic illicite de drogue et crimes associés. Hein. Oui. Et Opération Benkadi, c'est une des activités qui cherche à ramener les États membres de travailler ensemble pour faire face à ce défi. Vous voyez, on opère dans un contexte où on a ce qu'on appelle l'intégration régionale aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Et c'est une très bonne initiative, mais ça vient aussi avec des défis sécuritaires. Et donc, pour avoir une approche assez équilibrée, pour permettre aussi aux États de mieux communiquer, de mieux travailler ensemble pour faire face ensemble à ce défi qu'est le trafic illicite de drogue. Est-ce qu'il y a des chiffres sur la drogue dans notre sous-région? Oui, en fait... une idée. Une idée. Oui. Par exemple, dans le rapport mondial de l'ONUDC 2017, il a été dit que le trafic de cocaïne était estimé à 1976 tonnes, c'est-à-dire c'est en augmentation. Et donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, avec les efforts des États, aujourd'hui, les aspects financiers, les transferts d'argent sont mieux contrôlés qu'avant. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau de la sous-région, oui. Voilà, il y a beaucoup plus d'échanges avec échange contre nature, c'est-à-dire vous me faites passer 1 kilo de cocaïne et vous avez peut-être quelques grammes que vous pouvez écouler dans le marché local. Donc en termes de chiffres, je vais vous dire que la consommation d'autres substances telles que la cocaïne, les opiacés est en augmentation et que bon, le cannabis demeure la drogue privilégiée mondialement. C'est la drogue la plus utilisée. Mais ce qui veut dire qu'en ce moment, on ne doit pas juste travailler sur l'aspect
opérationnel des forces d'application de la loi, mais il faudrait aussi avoir une politique pour venir en aide aux usagers. Parce que aussi, ils sont victimes. Oui, ils sont accro-dépendants, ils sont dépendants. addicts. Oui. Et c'est l'addiction. Oui. Et vous avez bien dit addiction. Et l'addiction, c'est une maladie. Parce que vous allez dans n'importe quel hôpital, à l'hôpital Fann, vous allez trouver un département qui s'occupe du tabagisme ou de l'alcoolisme. Et donc, je pense que le même degré de réponse devrait exister pour les gens qui sont aussi qui abusent la drogue. Et quel commentaire vous inspire? Vous avez fini Oui, vous voulez je vous en ajouter quelque prie. chose? Quel commentaire vous inspire les saisies importantes récemment au Sénégal? Ces saisies, en fait, illustrent de l'augmentation que j'ai mentionnée là maintenant. Il y a une forte augmentation de la culture de la distribution de cocaïne. Il y a eu des saisies juste il y a 2 semaines en Guinée-Bissau, presque de 2 tonnes. Au Cap-Vert, 2 tonnes. Au Sénégal, il y a eu l'implication des vaillants forces d'application de la loi qui ont fait un travail de maître avec la détection de 1,3 tonnes de cocaïne. Mais ce n'est pas juste ces saisies, pour moi, où la question devrait se poser. C'est au niveau où, quelles sont les politiques pour s'assurer que ces vaillants forces de la loi qui mettent leur vie en danger, parce qu'on parle de cartels qui utilisent les défaillances du système pour s'assurer qu'ils puissent utiliser l'Afrique de l'Ouest comme plateforme pour leur commerce, parce qu'il y a un aspect financier, que ces gens qui sont là pour protéger les communautés soient mieux équipés, soient reconnus et soient dotés de moyens pour faire face à un upgrade perpétuel, mise à jour de ces groupes criminels. Oui. Et donc, je pense que c'est là où il est important de se dire, OK, comment construire une base assez forte en Afrique de l'Ouest et qui prend en compte l'aspect régional de ce combat. Justement, il y a la saisie, il y a les arrestations, mais il y a surtout que la justice doit faire son travail. Est-ce qu'ils ne sont pas tellement puissants qu'ils arrivent à défier justement nos justices? Mais écoutez, il y a un économiste colombien qui disait que les activités économiques illégales sont rentables, exigent non seulement la rentabilité, mais aussi de faibles contrôles étatiques et sociaux sur le comportement individuel, sont facilement contournés et où les normes sociétales tolèrent une telle évasion. Donc, dans des sociétés où aujourd'hui les actes de corruption sont rampants, il est très difficile de rendre des actions fortes en application de la loi. C'est pour ça aussi il est très important de parler de l'intégrité des forces d'application de la loi. Il y a des États narcotrafiquants, tout le monde le sait aussi. Bon, il y a, c'est-à-dire c'est une terminologie que les gens aiment bien. C'est-à-dire, moi je préfère qu'on parle de ce qui est en train de se poser comme pan pour s'assurer que les États répondent beaucoup plus efficacement à ces défis. L'ONUDC, par plusieurs de ces programmes, fait des programmes où l'interdiction devient en fait capitale dans notre application au niveau de l'Afrique de l'Ouest. On a un programme phare, ERCOP, qui intervient au niveau des aéroports. On a un programme qui s'appelle WACI, West African Coastal Initiative, qui s'occupe de mettre ensemble des unités mixtes pour faire l'interdiction. Mais vous avez posé une question très importante, c'est quoi faire après les saisies, après les arrestations? Il faut sanctionner, il faut que sanctionner. La justice aille jusqu'au bout. Exactement. Ce qui n'est pas toujours évident. Exactement. Et il faut que les preuves collectées soient préservées avec intégrité pour pouvoir jouer leur rôle dans une cour de justice. Alors, vous parliez tout à l'heure de drogue, crime. Est-ce que le lien est définitivement établi entre
le trafic de drogue et le terrorisme? Mais écoutez, en ce moment, vous voyez, l'Afrique de l'Ouest connaît pas mal de problèmes. Oui, au Mali, Burkina Faso, le Mali. Mauritanie, etc., où il y a des acteurs non étatiques, groupes terroristes djihadistes qui opèrent. Et ils comprennent très bien que se faire de l'argent sur les routes de trafic deviennent un problème de survie, parce qu'en taxant telle ou telle sur telle route de commerce, on peut trouver, et la drogue est une commodité. Et ces pays peuvent constituer des corridors? Mais ce sont des corridors. Ce sont des corridors parce qu'il y a ce qu'on appelle la drogue qui vient des Amériques jusqu'à sur les côtes ouest-africaines et essaient de trouver leur voie, soit terrestre, soit par d'autres moyens, pour arriver à leur marché final, l'Europe ou les Amériques. Donc vous voyez le dispositif logistique qui est mis en place pour s'assurer que cette drogue touche sa destination. Et donc il y a plusieurs acteurs, plusieurs paramètres dans ce dispositif. Et quelles mesures préventives? Bon, l'ONUDC, par rapport à la convention qu'on appelle la convention contre le trafic illicite, est en train d'assister les États membres à mettre les bases, mais aussi il y a le cadre régional de la CEDEAO qui non seulement prend en compte l'aspect trafic de drogue, mais aussi l'aspect terrorisme d'une façon holistique. Et donc je pense qu'il y a beaucoup d'intervenants, ainsi que les partenaires au développement tels que l'Union européenne qui a financé ce programme d'appui au plan d'action de la CEDEAO. Dernière question, cher Ousmane Touré. Est-ce que vous êtes un partisan de la légalisation de la marijuana? Mais je ne peux pas me prononcer effectivement sur cette question de légalisation. Ça, je pense que c'est aux pays, à l'intérieur des pays, de faire le travail nécessaire pour parler de légalisation. Aux États-Unis, quand ils sont passés à la légalisation dans certains États, et je précise dans certains États, il y a eu une base d'études qui a été faite pour connaître le coût monétaire sociétal qu'il fallait dépenser pour s'assurer qu'un tel programme passe. Aujourd'hui, nous faisons face à une stigmatisation des gens qui utilisent la drogue. Certains ne reçoivent pas le support médical qui est nécessaire. Et là, on est en train de parler de légalisation du cannabis ou de telle ou telle drogue. Je pense qu'on ne doit pas mettre la charrue avant le bœuf. On doit s'assurer qu'on a cette masse d'accompagnement financier avant de poser la question au peuple et au peuple de décider. Merci, vous ne vous mouillez pas. Je ne me mouille pas. Cher Ousmane Touré, cadre à l'ONUDC, vous travaillez aussi pour le compte de la CEDEAO dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue et de l'abus de drogue de manière générale. Merci d'avoir été l'invité du lundi. Édition à présent terminée. Demain, retrouvez Adama Anouchkaba. Nous quittons cette table pour une autre table. C'est l'heure de manger notre couscous Montiéré. C'est avec vous ce soir sur ITV. Merci, bonsoir.